C'est un territoire corrézien au nom singulier, la Xaintrie. Une zone peu peuplée à l'écart des grandes routes touristiques située à la frontière entre le Limousin et l'Auvergne. Un pays avec une nature XXL que je vais découvrir grâce à Jean-Michel Tellière, naturaliste, ornithologue, élu local. De tout temps, j'ai été très proche de ce territoire, de ces paysages, de cette culture, de ce que je mange et de ce que mes grands-parents m'ont amené. La Corrèze, c'est le pays de toutes les aventures, y compris les plus surprenantes, comme celle de François Xavier, qui est venu de Belgique pour créer un élevage d'alpagas. Certains s'imaginent quand ils viennent ici se trouver devant un animal un peu sauvage. Pas du tout. On est vraiment sur un animal domestique depuis 5700 ans avant Jésus-Christ. Donc un animal qui a besoin de l'homme pour vivre. Le temps d'un détour, en Xaintrie, j'aimerais bien comprendre pourquoi vivre sur un territoire rural, isolé, est pour certains une réelle opportunité. Située à l'est de la Corrèze, la Xaintrie est délimitée par trois cours d'eau, la Maronne, la Serre et la Dordogne. C'est au bord de cette rivière, à côté d'Argentat, que j'ai rendez-vous avec Jean-Michel. Un acteur de terrain aux multiples casquettes, animateur et co-interprète, maire d'une petite commune, mais aussi fonctionnaire territorial au département, en charge de l'environnement. Salut Jean-Michel, Bonjour Eric. je te vois en pleine observation. Il y a des choses intéressantes à voir en ce moment ou pas? Alors il y a toujours des choses intéressantes sur un site aussi attractif que celui-ci. Alors c'est certes par la paire de jumelles, cette prothèse qui permet de voir, mais c'est également par les oreilles Eric. Tu sais, tout ornithologue, et j'ai un petit ornithologue qui sommeille en moi, qui se doit, ouvre les oreilles pour écouter un petit peu ce qui se passe. Et alors là, quand tu ouvres tes oreilles, est-ce que tu entends des choses particulières? Pas très loin d'ici, tu as un chant, l'un des rares chants de la saison, qui dégringole, qui est liquide, qui fait mélancolique. C'est le rouge-gorge. Ah ouais. Le rouge-gorge qui chante dans le petit taillis. Et là, derrière, on a des petits tic-tic-tic. C'est des mésanges à longue queue. Mais si on était venu ici il y a 15, 20 ans, qu'est-ce que j'aurais vu? Ça a été un site industriel pendant 100 ans où on a extrait des antres de la terre, tous ces granulats utiles pour la construction. Après la Seconde Guerre mondiale, là, tout s'accélère. Avec l'arrivée du pétrole, des engins mus par ce pétrole, et bien en effet des grosses machines qui vont commencer à ronger, rogner la matière. Il y a même eu des barges, tu m'entends, des bateaux lourds ici avec des pelleteuses à câbles qui venaient chercher le granulat au fond de l'eau. Quand le conseil départemental rachète ces 40 hectares, c'est avec quel objectif? C'est dans un but de renaturer, d'en faire un espace de biodiversité. Et le résultat, aujourd'hui, il est là, il est concret? Ce site, il était que minéral quelques années auparavant, et là, il est en train de se revégétaliser. Donc, c'est l'œuvre de l'homme qui a exploité cet endroit, et c'est l'œuvre de l'homme qui est en train de réparer les blessures qu'il a produites sur ce milieu. L'opération de renaturation est un succès, comme le prouve la présence durant la période chaude d'une immense colonie d'hirondelles des rivages. Une variété très rare d'hirondelles, inscrite sur la liste rouge des espèces en voie d'extinction. Lors d'un récent bagage, on a pu recenser plus de 700 individus. L'hirondelle des rivages, qui vit exclusivement dans les zones humides, a une particularité. Elle creuse son nid dans le sol, fait, comme un lapin, un terrier. C'est un petit oiseau de 15 grammes, tu imagines, 15 grammes, qui, dans une débauche d'énergie, a créé ce terrier qui fait quelques 50, 60 cm, 1 mètre. Mais c'est profond, tu dis 50, 60? Alors exactement, on va pouvoir tester. Tiens, on va prendre une petite tige, on va regarder ceux du haut, là. Mais en effet, ça peut être assez profond. Hop là. Donc tu vois, c'est une petite galerie qui fait 60 cm. Donc ça veut dire qu'au bout de cette galerie, il y a entre guillemets une chambre, enfin Mais l'extrémité. c'est exactement ça. Là, c'est une construction qu'elle a fait par elle-même. Et en effet, une petite chambrette, un petit peu de plumes, peut-être quelques brindilles, et je vais poser mes 4 à 5 œufs.
Aujourd'hui, ces hirondelles, on le sait grâce à la technique du bagage, nos hirondelles ici à Argentat, elles vont passer l'hiver au-delà du grand désert du Sahara, Non. du côté du Sénégal. C'est un voyage extraordinaire. 15 grammes et ça va jusque là-bas. Ah, c'est des performances incroyables d'oiseaux migrateurs qui ne sont qu'insectivores, c'est pour ça qu'elles ne peuvent pas rester l'hiver chez nous et qui vont chercher les insectes nécessaires à leur survie durant l'hiver, au-delà du Sahara. Qu'est-ce qu'on peut voir comme animaux, que ce soit dans cette réserve ou tout autour de nous? Alors la réserve, il faut bien le dire, c'est un confetti de cette immense réserve mondiale de biodiversité, de biosphère de l'UNESCO, où il y a quantité d'espèces animales, végétales et des habitats, des milieux tout à fait exceptionnels. Ici, on peut voir le martin pêcheur, par exemple, qui niche également, c'est important Eric, que tu le saches, dans des terriers. Mais quelle beauté quand même, hein, cet oiseau, les couleurs là. Exactement. Le martin pêcheur. Tu as quantité de libellules ici. On a été le premier endroit du Limousin à avoir observé une petite libellule africaine. Eh oui, dérèglement climatique aidant, réchauffement climatique, on l'a observé dans cet endroit. Et quantité de mammifères, des grands et des petits, la loutre, les ragondins, espèces exotiques envahissantes, qui sont aussi présentes ici. Bon, nous sommes juste à la frontière de l'Axintrie, mais j'aimerais découvrir l'Axintrie, la vraie, le cœur. Où est-ce que tu pourrais m'emmener? Alors juste au-dessus, on franchit la Dordogne, on monte d'un étage, on va se trouver sur un plateau entaillé de profondes vallées. Je crois savoir que tu aimes la vieille pierre. Oui. Tu vas voir qu'elle est mise en scène dans un décorum somptueux, sauvage à l'extrême. À mon avis, ça va te plaire. Super. Allez, on y va. Et alors toi, ta famille, vous êtes depuis longtemps sur ce territoire? Ça fait très très longtemps. Probablement des aïeux qui ont migré du Cantal. Mais oui, ça fait depuis le haut Moyen-Âge qu'on fréquente ce secteur. La Saintrie, c'est un terrain un petit peu à part en Limousin. D'ailleurs, il faut franchir cette Dordogne pour arriver en Saintrie. Et pourtant, on est quasiment, tu le verras tout à l'heure, en Auvergne. Le patrimoine bâti ressemble à l'Auvergne. Alors Eric, qu'en dis-tu? C'est incroyable ce lieu. Où est-ce qu'on est exactement là? C'est notre phare en Saintrie, c'est un lieu connu de tout le monde. Les Tours de Merle, au pied la rivière Maronne comme il se doit, dans ce décor magnifique, extrêmement boisé. Mais voilà, ce sont les Tours de Merle. On dirait comme des flèches de pierre là qui émergent en plus de cette forêt aux couleurs automnales. C'est incroyable, hein. C'est vraiment un endroit, on peut dire, hors norme. Ah, c'est un endroit hors norme. Ça, c'est clair que dans la Nouvelle-Aquitaine, un site comme les Tours de Merle, ça n'existe pas. Les tours de Merle, dont les origines remontent au XIe siècle, sont exceptionnelles. Car il ne s'agit pas d'un seul château appartenant à un seul seigneur, mais bien d'un habitat fortifié, partagé entre plusieurs grandes familles aristocratiques. Chacune y a fait construire sa tour ou son donjon pour afficher sa richesse, sa puissance, impressionner son voisin. Ça en dit long quand même sur l'importance historique de l'Axintrie, parce que construire un tel site, ça coûte cher, c'est un chantier faramineux. Alors le lieu était certainement stratégique. On est à la frontière de l'Aquitaine, on est à la frontière de Toulouse, on est à la frontière de l'Auvergne, qui n'est pas loin d'ici, dans une zone de passage. Donc c'est un lieu stratégique et je pense qu'ils avaient les moyens de récupérer un petit peu d'argent. J'imagine que tu as des souvenirs d'enfance, toi, ici. Ah ben forcément, tout le monde n'a pas la chance d'habiter à côté d'un endroit tel que celui-ci. Tout le monde n'a pas la chance aussi de profiter d'une piscine à demeure. La Maronne, c'était l'endroit de baignade des Corésiens de l'endroit. Et donc régulièrement, évidemment, on venait se baigner et se sécher plutôt sur le coteau bien exposé.
quel point de vue! Waouh, c'est génial! Je suis frappé, moi, quand même, par l'omniprésence de la forêt tout autour de nous. 100 ans en arrière, toutes ces pentes autour de nous qui sont densément boisées, boisement spontané ou planté, de quelques résineux, il n'y avait rien. Tu m'entends, il n'y avait rien, car il y avait du monde dans nos campagnes, et ce petit monde paysan de mes grands-parents faisait pâturer des chèvres, des moutons, qui entretenaient ce que l'on appelle dans notre jargon ici les travers, qui étaient complètement recouverts de landes à bruyère. Non, comme je le dis souvent, il y a plus de différence entre moi et mon grand-père que mon grand-père et l'homme du Moyen-Âge. Mon grand-père, il vivait quasiment comme l'homme de l'an 1000, à la lueur vacillante de sa petite lampe à pétrole, sans eau, sans électricité. Donc il faut être vraiment conscient, c'est aussi une forme d'humilité qu'il faut avoir et de respect vis-à-vis de nos aïeux, qui jamais au grand jamais ne se sont plaints. Jamais je n'ai entendu mon grand-père se plaindre de quoi que ce soit. Donc il faut vraiment se dire qu'on a la chance de vivre dans un territoire tel que celui-ci, et il faut vivre avec les éléments, il faut vivre en connexion avec la nature. Il y a des moments quand même où vous dites que vous êtes récompensé. Regardez-moi cet arc-en-ciel, mais avec une intensité qu'on voit quasiment jamais. Les brumes derrière, les couleurs d'automne dans les arbres. Et pourquoi aller au bout du monde? Faut venir en Xaintrie. Non mais regardez-moi ça, c'est génial. Je vous emmène maintenant à Goul, une petite commune qui se trouve à 550 mètres d'altitude. C'est là que François Xavier, un ancien architecte, est venu de Belgique pour élever des alpagas. Salut François-Xavier. Bonjour. Je dois t'avouer quelque chose. C'est la première fois que je vois des alpagas et vraiment, dès les premiers instants, on tombe sous le charme. Tout le monde réagit comme ça. Oui, alors absolument, ce sont des animaux qui dégagent énormément de sérénité en fait, énormément de douceur et c'est vrai que tous les visiteurs qui viennent sont absolument conquis par leur charme inné. Alors parle-moi de cet animal dont le berceau n'est pas du tout en Corrèze. Il vient d'où? Alors non, effectivement, cet animal est originaire en fait de la cordillère des Andes, des plateaux andins en fait. Donc voilà, de ce qu'on appelle l'altiplano. Donc en fait, c'est le Pérou, Bolivie, Chili. Ils vivent à plus de 1000 mètres d'altitude. Ils ont des différences de température qui peuvent aller de 50 degrés entre le jour et la nuit. Non. Voilà. Alors explique-moi, comment toi, architecte paysagiste, vivant en Belgique, tu te retrouves aujourd'hui en Corrèze à élever des alpagas? Écoute, une longue histoire. En fait, c'était un rêve d'enfant, de faire de la laine, en fait. Et donc, du coup, quand j'ai eu 18 ans, j'ai dit aux parents, papa qui est officier de marine, maman qui est femme au foyer, qui s'est occupée de ses 4 enfants, je leur ai dit que je partais faire un BTS agricole pour élever des moutons et faire de la laine. Ça ne leur a pas convenu, évidemment. Donc, j'ai fait l'architecture, en fait. Et en 2012, je rencontre Vincent, mon mari. 2014, Vincent m'annonce qu'il va perdre son emploi. J'ai dit, écoute, c'est parfait, on lance notre projet. Voilà. C'est comme ça qu'on a atterri ici en 2017 avec nos 8 premiers animaux. En fait. Par là? Oui, c'est par là, je t'en prie. C'est totalement surprenant. J'ai l'impression d'être devant un temple. Et oui, écoute, c'est l'idée qu'on avait voulu défendre. En fait, on appelle l'alpaga la fibre des dieux. Parce qu'à l'époque inca, elle était réservée à l'empereur et sa famille, en fait. Le peuple n'avait pas le droit de se vêtir d'alpaga. Et du coup, on s'était dit que pour honorer la fibre des dieux, à minima, il fallait qu'on construise un temple. Et nous l'avons construit en Xaintrie, dans notre grange. C'est voilà. réussi, hein. Ah, vraiment, c'est fait avec beaucoup de goût. Et alors, dehors, voilà. Bien.
quoi servent toutes ces machines? On part de quoi pour arriver à quoi? Alors le but, c'est 12 étapes en fait pour transformer la fibre brute que tu vois ici en fait, hein. On a de la fibre brute qui n'a même pas encore été lavée, donc on se rend c'est compte. doux. Oui, c'est extrêmement doux. Ah On se rend compte qu'on est sur une toison qui est sèche en fait. Par rapport au mouton, il n'y a pas de graisse, il n'y a pas d'odeur. C'est vraiment une toison superbe, très joliment crantée, celle-ci d'ailleurs. Et on va la transformer pour passer en fil ou en feutre. Voilà. Et alors là, j'ai l'impression de voir un nuage. Ah, non mais, waouh! C'est incroyablement léger. Mais c'est un spectacle. Qu'est-ce que c'est beau! C'est ce qu'il y a de plus beau dans la toison. Ça, c'est la récompense de l'éleveur. Cette machine, en fait, permet effectivement de trier la fibre, d'enlever tout ce qui fait moins que 5 cm de long ou tout ce qui est trop épais, et on récupère ce nuage absolument magnifique. Voilà. Donc tu as même installé ta boutique ici. Et encore une petite merveille. Alors ça, c'est quoi? Alors du coup, ça, c'est une nappe cardée, en fait. Donc c'est fait avec la qualité 2, en fait, la moins belle des qualités de l'alpaga, celle qu'autrefois on jetait, en fait. Eh bien, on va la valoriser et on va faire cette magnifique nappe cardée, en fait, qui est vraiment un millefeuille de fibres. Et on va, sur notre table à feutrer, mettre de l'eau, du savon, et avec la friction, on obtiendra des nappes de feutre qui pourront après être déclinées en toute une série de produits vestimentaires. J'ai l'impression quand même que tu vis quelque chose d'intense et de fort ici sur cette terre de Xaintrix grâce aux alpagas. C'est un bel endroit pour vivre cette aventure. Oui, alors c'est un endroit magnifique en fait. C'est une très très belle région déjà, et puis ça a été le gros coup de cœur. Je ne retournerai pas à Bruxelles, la vie elle est ici et c'est ici que je continuerai. C'est en pleine forêt, sur la commune dont il est maire, que je retrouve Jean-Michel, qui tient à me montrer un site dont il est très fier. On est accueilli par un drôle d'oiseau. Qu'est-ce que c'est? Il y a des Indiens dans le coin? Alors les Indiens, c'est nous d'abord. Et le drôle d'oiseau, c'est quand même une œuvre artistique. C'est nous qui l'avons réalisé en hommage à l'ère de nourrissage, au Milan Royal. Tu sais, dans cette culture C'est amérindienne. là où tu m'emmènes alors. Alors exactement, et c'est cette culture amérindienne qui consistait à, lorsqu'il y avait un événement, on érigeait un totem. Là, il y a un événement. C'est la seule en Nouvelle-Aquitaine, l'ère de nourrissage. C'est pour ça qu'on s'est permis cette fantaisie. Avec sa tête blanchâtre, son plumage délicatement strié, sa longue queue rousse triangulaire, son envergure pouvant atteindre 1,90 m, le Milan royal, inscrit sur la liste rouge des espèces menacées, est l'un des plus rares et des plus beaux rapaces. Salut Mathieu. Salut. Tu es en train de travailler visiblement. Bonjour. Bonjour. Alors explique-moi un peu le principe. Comment ça fonctionne? L'idée en fait c'est de faire du soutien alimentaire au Milan, donc au Milan royal. Donc c'est un rapace protégé qui avait un statut de conservation plutôt défavorable. Et du coup on fait un soutien alimentaire en période hivernale pour favoriser un peu l'hivernage sur le secteur. Etc. Bon super. Bon Voilà. installe le festin. Voilà. Bon, j'avoue que je vais pas faire concurrence, hein, parce que moi ça me donne pas envie du tout de Oh, manger. ragoût c'est bon ça. Alors là, ce qui est dingue, c'est on voit aucun oiseau autour de nous, mais on peut imaginer qu'ils sont tout proches. Alors Mathieu comme moi, on a une paire de jumelles. Cette paire de jumelles, elle permet de voir 10 fois mieux, de rapprocher les éléments. Le rapace, en permanence, il a une paire de jumelles dans les yeux. Et là, il nous observe. Et ils attendent qu'une chose, comme tu l'as compris, c'est qu'on déguerpisse pour venir passer à la table. Il n'y a pas d'assurance qu'ils viennent. On ne prend jamais rendez-vous avec la nature. Voilà, des fois ça marche très bien, et puis des fois il faut être un peu patient. Il est là. Génial. Ah, je reconnais bien la queue que tu m'as décrite en éventail comme ça. Exactement. Qu'est-ce que tu trouves, toi, personnellement, dans cette passion pour les oiseaux? Durant mon adolescence, j'ai été touché par vraiment très très ému. On parle souvent de syndrome de Stendhal, je crois. Tu sais, quelque chose qui t'émeut à un point où tu en deviens... Coupe le souffle, quoi. Ah, exactement. Et ce qui m'a permis cela, bizarrement, c'est d'avoir une mobilette qui m'a permis de sortir des jupons de mes parents, une paire de jumelles de ma communion. Et donc, cette passion que j'ai eue à partir de 16 ans n'a pas lâché jusqu'à l'âge que j'ai.
Le village de Saint-Bonnet-les-Tours est certes de taille très modeste, mais pour Jean-Michel, qui enchaîne les mandats de maire, c'est l'endroit idéal pour mettre en place des chantiers citoyens, créer du lien, être novateur. Bon, là, il faut que je t'avoue quand même, ma surprise et mon incompréhension. Je crois que c'est la première fois que quelqu'un me fait découvrir son village en allant directement au cimetière. Pourquoi? Ben, parce que paradoxalement, notre cimetière est devenu un peu avec nous un endroit presque agréable. Tu serais venu il y a de ça 10 ans, 15 ans en arrière. Il faut imaginer des graviers, de la terre, des talus qui s'effondrent. Et c'est de là où est partie notre petite aventure, ici à Saint-Bonnet avec la population. On a commencé notre premier chantier citoyen. On est une toute petite commune, tu le sais Eric. Combien d'habitants? 45 habitants. Donc je connais tout le monde, et tout le monde me connaît. Et on a fait un appel à la population en disant, mais si après tout on arrêtait l'aventure des pesticides, de ces produits herbicides, insecticides qu'on vaporise allègrement partout, dans toutes les communes de France, si on réhabilitait, si on restaurait, si on rendait un peu de dignité à nos aïeux en réhabilitant, renaturant en quelque sorte ce cimetière. Et la population est venue massivement, avec les motoculteurs, les petites binettes et les enfants avec ça. On a fait un bon repas à midi, il faut bien utiliser ce genre de prétexte-là pour se retrouver. Et on a semé de l'herbe et on a remis de la vie dans un endroit qui n'était pas dédié à cela. On a fait partie des 40 premières communes de France à avoir renoncé totalement aux pesticides, à ces molécules mortifères qui tuent, il ne faut pas l'oublier, qui empoisonnent, ça c'est sûr. Et donc on a fait ce choix-là avant les autres. Mais en fait, la sensibilité écologique, elle existe aussi fortement dans ces campagnes. C'est important que ce soit dit, écolo c'est une injure dans le monde rural. Autant ça peut être un petit peu un point de référence dans les villes, autant ici, paradoxalement, on vit que dans de la biodiversité, on vit que dans un décorum exceptionnel, c'est mal considéré. Mais on n'a pas honte de dire qu'on a fait ici une bonne action en faveur de l'environnement. Et tout compte fait, préserver l'environnement, n'était-ce pas protéger l'être humain, protéger nos enfants, protéger les générations futures? Allez, bienvenue chez nous. C'est ta maison, ça? Eh bien oui, c'est ma maison et pas depuis hier, parce que c'est la maison de mon père, de mon grand-père, de mes aïeux. C'est une maison qui date du 18e, donc c'est une maison qui compte. Et dis donc, regarde ça. Il y a le soleil après la pluie, c'est un signe. C'est un signe, exactement. Ouais. Moi, j'aimerais quand même te poser une question parce que ce territoire lac Xaintry, c'est objectivement un peu isolé, pas très peuplé. Est-ce que tu considères que c'est un inconvénient ou qu'au contraire, c'est une grande chance? C'est les deux à la fois. C'est vrai que le vivre au quotidien, lorsqu'on n'est jamais sorti de ces petites frontières, ça peut être aussi mal vécu, aussi en quelque part. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes. C'est compliqué de venir ici, c'est compliqué d'aller à l'hôpital, qui est à 45 minutes de l'endroit. Et en même temps, c'est une formidable chance. Je pense beaucoup à ce qui risque de se passer dans les années qui viennent. Vivre sur une terre où les gens se connaissent, se reconnaissent, on ne peut pas mourir de manière anonyme chez nous. Et on se chauffe au bois de chauffage qu'on va chercher, glaner juste à côté de chez nous. C'est une terre qui a de l'avenir. J'ai l'impression que tu décris une ruralité heureuse. Elle est heureuse. Franchement, si on vit bien les éléments et si on a un bon état d'esprit, c'est un pays où il fait bon vivre. Pour terminer cette belle balade automnale, je tenais absolument à partager avec vous un véritable coup de cœur. Les gorges de la Maronne. La Maronne, c'est cette petite rivière qui prend ses sources dans le Massif central, traverse les monts du Cantal, lac Xaintry avant de se jeter dans la Dordogne. Ici, c'est le paradis pour les pêcheurs de truites fario, mais aussi un espace écologique de biodiversité de premier plan. C'est d'ailleurs pour cette raison que Jean-Michel participe activement au projet de création dans ces gorges d'une réserve naturelle régionale. Lac Xaintry est vraiment pour moi une petite merveille de Nouvelle-Aquitaine insuffisamment connue que je vous invite à découvrir bien sûr pour ses paysages, cette nature, mais aussi pour ses habitants, comme ceux que j'ai rencontrés aujourd'hui qui démontrent que inventivité et solidarité sont vraiment des marqueurs de la ruralité.